Bonjour, c'est Pascal Trefingui, comment allez-vous? Ici c'est Rio de Janeiro pour une nouvelle matinale, celle du 26 février 2020. J'espère vous trouver bien, en pleine forme et pas trop inquiet avec cette grande manipulation sur le coronavirus, comme je pense vous l'avez compris maintenant. Si vous n'êtes déjà inscrit, faites-le, c'est ici, ça vous permet d'avoir quelquefois les vidéos en avance. Il y a des petits malins qui savent que à des moments précis dans la journée, je passe les vidéos en avant-première. Il y en a certains qui en profitent et je les referme afin que tout le monde les voit à la bonne heure. Mais comme ça, les gens qui sont bien en ligne, qui sont fidèles, ils ont un petit avantage sur les autres. Je leur laisse un avant-goût à chaque fois des vidéos. Alors, si vous n'êtes déjà inscrit, donc faites-le. Si vous aimez, likez. Si vous n'aimez pas, vous pouvez disliker. Mais sachez une chose, et je suis vraiment sérieux, c'est que si vous dislikez, on a les adresses IP, on sait qui vous êtes. Vous serez des opposants, serez catalogués comme opposants à la synarchie. Et lorsque le pouvoir sera revenu entre nos mains, on s'occupera de vous. Même mon chien klaxonne pour noter et pour vous signifier son mécontentement. C'est dire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, vous le savez, est pour moi d'un certain intérêt, non pas parce que par mon expérience, l'expérience de mon passé, mes 4 années de prison et mon expérience de garde à vue, de prison en France et de comment fonctionnent les services de la République, aussi bien les services judiciaires et les services de police, qui, je dois le dire, sont tout à fait dignes de ce qu'est la République, une merde. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est un petit peu particulier, qui me concerne aussi parce que j'ai fait des études de droit, j'ai notamment suivi les cours de l'Institut de criminologie et j'en sais un rayon sur le sujet du droit pénal, sur les politiques de criminologie. Et d'ailleurs, je suis abonné à la Revue internationale de criminologie, c'est un sujet qui me passionne parce que dans une société synarchique, il y a quasiment pas de criminalité. Pourquoi? Tout simplement parce que dans une société synarchique, chaque individu a une place. On essaye de la déterminer au mieux depuis sa naissance et on assiste les enfants et les individus pour les aider à s'orienter et on veille à ce que personne ne soit laissé de côté. Parce que quand personne n'est laissé de côté, quand les biens sont partagés équitablement dans une société, il n'y a pas de délinquance, sauf quand les personnes sont des malades mentales, des psychopathes. Il y a environ 7% de la population qui souffre de maladies mentales. Et ce qu'on doit dire à notre époque, c'est que ces 7% de psychopathes et de malades mentaux, on les retrouve en particulier dans les métiers à uniforme, qui attirent en particulier et précisément les schizophrènes, qui adorent les métiers à uniforme, les personnalités cloisonnées, ce qu'on appelle les personnalisés MK Ultra, c'est-à-dire par exemple les personnes qui ont eu des traumatismes dans l'enfance, ou qui n'ont pas eu un père très attentif, donc soit des fils de pute ou parce que qui ne connaissent pas donc leur père au sens propre, ou alors des gens qui n'ont pas de patrie, dont le père d'un autre pays, ce qui peut provoquer des troubles d'identité. Quand on est en France, lorsque ce n'est pas sa patrie, on a des problèmes pour s'intégrer et on peut développer des pathologies mentales. Et c'est encore plus grave d'ailleurs lorsqu'on est infecté par le nationalisme. Et on s'aperçoit que chez les ardents défenseurs du patriotisme français, on trouve des grands patriotes, comme par exemple Alain Soral, qui est un patriote suisse, Dieudonné, qui est un patriote camerounais, et Panamza, qui est un patriote maghrébin. Et comme tout le monde le sait, ce sont aussi de très grands nationalistes qui montrent bien ce que je vous dis depuis le début. Le nationalisme nuit gravement à la santé mentale. Et je passe sur la santé sociale. Aujourd'hui, je vais vous parler donc plus précisément de la police, et notamment des liens de la police avec la franc-maçonnerie. Alors, comme vous ne le savez peut-être pas, j'ai une bête noire, ça m'arrive d'en avoir, qui est Alain Bauer, l'ancien grand maître du Grand Orient de France, qui, à mon avis, n'a pas passé une seule minute de sa vie à ouvrir la bouche sans dire une connerie. C'est-à-dire, quel que soit le sujet sur lequel on l'interroge, que ce soit le sujet maçonnique, le sujet de la criminologie ou le sujet de la gestion de l'État, c'est un ensemble d'imbécilités sans nom. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est très simple, je sors de la pièce parce que ce personnage, non seulement physiquement, m'incommode, il a tout du cochon collaborationniste. On le voit tout à fait à Vichy dans un ministère. On a remarqué qu'il a fait les présidents de droite, qu'il a fait les présidents de gauche, qu'il a été grand maître du Grand Orient de France. Enfin, j'aime bien dire de lui qu'il est le président de tout, surtout les présidents de poignées de porte, en particulier les poignées de porte de l'Élysée, parce que si un jour il y a des extraterrestres, il sera aussi conseiller pour les extraterrestres, parce qu'il est, comme la chanson très célèbre, je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, je suis de toutes les politiques, je suis de toutes les politiques, je suis un tantôt capitaliste, tantôt je suis communiste, je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste toujours du bon côté et à la prochaine révolution, sans doute, il retournera son pantalon. Alors,
loin de faire de lui un roi d'Agobert, j'étais assez intéressé et intrigué par plusieurs articles de lui. Alors un article qui est sorti en 2000 dans une revue d'Historia, une revue d'historiens, qui était consacrée à la franc-maçonnerie et où il a dit la plus grande ânerie maçonnique qu'il puisse être jamais dire, c'est que pour lui, être dans une loge maçonnique, c'est là, on est là pour cogiter et à travers la voûte de la loge, influencer la société. Alors ça, c'est vraiment, mais alors vraiment, c'est une description du satanisme et de la sorcellerie. Si c'est ça la maçonnerie à laquelle il participe, et dont il fait la propagande, il n'est pas étonnant que les Français les considèrent comme des satanistes, comme des lucifériens et à foutre le feu à leur loge. Parce que évidemment, se mettre dans un endroit mentalisé pour influencer les autres, ben ça s'appelle de la sorcellerie, ça s'appelle du contrôle mental. Et une loge maçonnique, elle fait exactement le contraire, puisque dans une loge maçonnique, on est normalement silencieux, on répète la Bible ou les évangiles, selon qu'on est juif ou chrétien ou musulman, le Coran, et on fait un certain nombre de rites qui ont une dimension cosmique, qui sont faits dans le silence avec des formules sacrées qui ont pour incidence justement de faire taire le mental discursif et de nous mettre en harmonie avec le cosmos. Donc une fois de plus, encore une occasion de ne pas fermer sa bouche. Et la dernière petit exploit d'Alain Bauer, de toute façon c'est pratiquement quand on le suit un peu, c'est une par semaine. C'est un article qui est sorti dans la presse, alors il est un petit peu ancien, c'est un article de 2015, mais il m'avait accroché et je m'étais dit qu'un jour je reviendrai à parler de lui. Dans cet article, il nous dit qu'un dixième des cadres de la police appartiennent à la franc-maçonnerie. Pourquoi a-t-il déclaré ceci? Il l'a déclaré au moment de l'affaire Bernard Petit. Alors, qui est Bernard Petit? Bernard Petit, c'est un bon nationaliste, c'est un bon républicain, c'est un bon franc-maçon. Il était directeur de la police judiciaire française et il a été mis en examen pour violation du secret de l'instruction dans une affaire qui est liée au grand banditisme, au trafic de drogue et d'autres délits d'une extrême gravité. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui, mais je pense qu'il a dû passer au travers, comme d'habitude. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, qui est repris donc par France Info, sur le site de France Info, c'est qu'il nous explique que, en fait, pour lui, il y a 25% des cadres de la République qui sont des francs-maçons, en particulier dans la police. Et il prétend s'être renseigné sur le dénommé Bernard Petit, avoir indiqué qu'il n'était pas franc-maçon. Or, en faisant des recherches, et notamment en me renseignant autour de moi, je me suis aperçu que Bernard Petit était bien franc-maçon et que les 4 personnes qui étaient inculpées dans son affaire étaient tous soit au Grand Orient de France, soit à la Grande Loge nationale de France, soit à la Grande Loge de France. Donc, on a là une habitude de Alain Bauer, toujours mentir et mentir toujours, parce que pourquoi dire la vérité quand on a passé sa vie dans l'imposture et le mensonge? Je ne sais pas d'où vient Bauer, mais son nom de famille veut dire paysan, et effectivement on a plutôt l'impression d'avoir un type sorti des campagnes, un fils de paysan ambitieux, mal dégauchi, qui est là pour faire de l'ascenseur social en faisant de la lèche et en retournant sa veste. C'est-à-dire c'est pas une bourge qu'il a, s'il était dans le milieu gay, on l'appellerait gorge profonde et sans doute anus dilaté. Mais j'en viendrai pas là parce que c'est pas très gentil et qu'il faut rester respectueux avec les prostituées du système. Alors, qu'est-ce que nous dit Alain Bauer? C'est assez intéressant tout de même. Il nous dit qu'à l'heure actuelle, il y aurait plus que 10% des policiers qui seraient francs-maçons. Or, si on se rend compte qu'il y a 65% des policiers qui votent Front National et que c'est dans le parti où on rencontre le moins de francs-maçons, même si la direction du Front National est totalement maçonnique, on comprend que, en vérité, la plupart des commissaires, et il le dit lui-même, 25% des commissaires sont francs-maçons, et pour ma part, je dirais environ 65%. Cela va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode des Gilets jaunes, donc dans ce mouvement populaire, et quelle a été la réaction des policiers de base, quelle a été la réaction de la hiérarchie, et comment cet épisode de révolte fiscale a été complètement manipulé de A à Z. Voyons ceci maintenant. Comme je l'ai dit plusieurs fois et comme je veux le répéter aujourd'hui, l'épisode des Gilets jaunes apparaît dès 2017 dans la littérature publique des Illuminati, en particulier dans la revue The Economist, où on nous explique qu'il va y avoir une nouvelle révolution française et qu'elle serait très intéressante pour l'avenir du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial par les banquiers. Alors cette pseudo-révolution, en réalité, elle a commencé avec une révolte fiscale qui était tout à fait légitime. En fait, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de taxer
à équivalence le diesel et le pétrole, non pas pour des raisons de justice fiscale ou de justice sociale, mais tout simplement parce que les amis d'Emmanuel Macron qui produisaient des batteries de voitures, en particulier le groupe Bolloré, voulaient une subvention d'État pour leur industrie. Et pour subventionner les voitures électriques des riches qui polluent 2,5 à 3 fois plus qu'une voiture thermique classique, et donc pour pouvoir donner des cadeaux, des marchés à ses amis et à ses financiers, notamment au groupe Bolloré, eh bien Emmanuel Macron a tout simplement décidé de fiscaliser les Français pauvres qui roulent au diesel avec des vieilles voitures qui ont en général de 7 à 12 ans pour débloquer des budgets pour pouvoir donner des incitations fiscales jusqu'à 7 000 € aux riches qui achèteraient des voitures électriques super polluantes. Bon, voilà à quoi sert l'écologie, surtout l'écologie parisienne qui est, comme tout ce qui vient de la République, une bouffonnerie. Car si vous n'avez toujours pas compris qu'on vous prend pour des cons, c'est qu'il faut vous faire greffer un deuxième cerveau de poisson rouge pour aider à la réflexion. Et dans cette affaire, vous allez voir ici, comme toujours, la République, c'est vraiment l'art de prendre les habitants de la France pour des cons, mais comme on ne va pas leur dire on vous prend pour des cons et vous êtes des cons, on leur dit vous êtes des Français et ça marche très bien. Donc pour cette histoire d'Alain Bauer, en fait, donc cette implication des francs-maçons dans la police, elle explique ce qui s'est passé dans l'épisode des Gilets jaunes. On a eu une révolte populaire qui est assez justifiée, hein, les gens l'ont compris, c'est pour ça qu'ils sont allés au ministère de l'écologie pour casser la porte. C'est tout simplement parce que les gens avaient parfaitement compris ce dont il s'agitait, c'est-à-dire à nouveau voler les pauvres pour enrichir les super riches et caresser dans le sens du poil la classe moyenne haute. Ce qui est tout à fait la clientèle électorale d'Emmanuel Macron. Il privilégie donc la classe moyenne haute et les super riches et au détriment du reste de la société. Donc c'est une société à 2 étages où il y a un seul ascenseur, un ascenseur qui va du rez-de-chaussée au sommet mais qui ne s'arrête pas aux étages intermédiaires. Voilà, l'image est assez connue mais je la trouve assez bonne. Donc ce qui s'est passé dans cet épisode des Gilets jaunes, c'est que tout de suite, la police a mené sa politique habituelle, qui est une politique où on encadre, on empêche les débordements, et puis on permet aux manifestants de s'évacuer par un couloir de sécurité. Alors ce qu'on s'est aperçu, il y a eu plusieurs vidéos sur Internet, c'est qu'il y avait des gens de la police, en particulier de la BAC et des services de renseignement, qui jouaient les casseurs et qui venaient perturber les manifestations, péter les péages, casser les banques, etc. Il y a plusieurs vidéos qui ont circulé sur Internet. Elles ont souvent été retirées tout de suite. Alors j'ai fait des copies de sauvegarde. Il y en a eu environ 35 et actuellement il n'y en a plus qu'une seule en ligne qui est très ancienne, puisqu'elle date de la première réforme sur les retraites. Donc on voit qu'il y a une censure qui s'exerce sur les médias sociaux, soit qu'il soit fait directement pression sur les gens, soit sur YouTube, soit sur les annonceurs, soit tout simplement que les personnes soient suggestionnées pour perdre leur code et retirer spontanément en ligne, parce qu'on peut les suggestionner aussi pour obtenir ce résultat. Alors tout de suite, donc la police, les policiers français, c'est pas des casseurs de manifestants. Depuis 86, c'est l'affaire de Malik Oussekine. Il n'y avait pas eu de débordement trop en manifestation de la police française. C'était toujours un petit peu tendu. On l'avait vu au moment des manifs pour tous, où les CRS et les policiers avaient gazé des enfants, des familles avec des enfants, et notamment des enfants dans des berceaux. Enfin voilà. Ce qu'on s'est aperçu en fait, c'est qu'il y a eu un changement de politique, c'est-à-dire qu'on a appliqué la politique nord-américaine et anglaise, qui est la politique du kettling, c'est-à-dire du nassage, c'est-à-dire qu'on amène les gens dans un couloir d'étranglement. Et puis là, on va les verrouiller, on va faire monter la pression pour qu'il y ait des violences. Et puis ensuite, on veut des blessures, on veut une répression la plus sauvage possible. On veut arrêter les gens et les ficher pour les intimider en les agressant physiquement et les intimider en les fichant et en les verbalisant. C'est la politique de l'État répressif anglais et la politique qui a été utilisée par les Américains pendant les manifestations de Occupy Wall Street. Occupy Wall Street, donc pendant la crise de 2008, où le peuple américain ne voulait pas que l'argent aille aux banquiers, qui voulait que l'argent aille au peuple, notamment en soldant les crédits immobiliers du peuple, ce qui a été fait par exemple en Irlande. En Irlande, l'État a soldé les prix immobiliers de tout le monde et l'économie s'est redressée. C'est ce que voulaient beaucoup de gens aux États-Unis, mais il y a une très très forte répression dans les rues avec justement cette politique de nassage qui a été copiée, qui est un changement de comportement dans les techniques de maintien de l'ordre de la police française. Donc autrefois on laissait les gens manifester et on les laissait partir. Maintenant on les tabasse, on les éborgne, on crée le maximum de violence en marge des manifestations pour discréditer les manifestants. On fait monter la violence et les dégradations et de l'autre côté on enferme les gens, on les fiche et on les verbalise. Alors si vous n'êtes toujours pas compris que vous êtes passé dans un état totalitaire, un état autoritaire en tout cas, c'est qu'il faut vous faire un dessin.
Alors, pourquoi cette politique elle a été appliquée? Elle a été appliquée tout simplement parce que la hiérarchie de la police, qui est à 65% franc-maçonnique et qui a voté pour Emmanuel Macron, parce que si la base à 65% vote pour le Front National, il y a 85% des commissaires de police qui ont voté pour Emmanuel Macron. Donc la Macronie est très implantée dans la police nationale et dans la gendarmerie aussi, où tout l'encadrement en fait est sous contrôle du Grand Orient de France et des loges qui sont affiliées directement à la couronne d'Angleterre. Dans cet épisode, donc, ce qu'on a vu, c'est donc une dichotomie entre la base des policiers qu'on laissait être violents parce qu'on leur disait qu'on allait les protéger et ils s'en sont donnés à cœur joie, en tout cas les psychopathes. Et puis la politique a changé, ce qui a beaucoup désorienté les fonctionnaires. Alors il a fallu que le gouvernement tombe dans le piège de l'expérience de Stanford, c'est-à-dire se mettre à donner des ordres incohérents pour les policiers, pour que les policiers, les CRS commencent à poser les boucliers et à manifester, notamment pour leur retraite. Donc cette comédie de la retraite des policiers a bien été jouée. Il ne sera pas touché à leur retraite, il ne sera pas touché à leur avantage, ils auront une augmentation de salaire et leurs effectifs seront augmenté. C'est ainsi qu'on a acheté l'encadrement de la police nationale et les fonctionnaires de base à qui on a à nouveau fait des promesses, c'est-à-dire que leur situation salariale et leurs conditions de travail s'amélioreront, mais elles ne s'amélioreront pas. Ni leurs conditions de travail, ni leur salaire ne seront améliorés. Ce sont de fausses promesses qui vous sont faites par vos chefs. Et vous seriez bien inspiré de les désavouer et de cesser de leur obéir parce qu'ils travaillent intégralement pour le nouvel ordre mondial. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au moment de la Révolution française, la franc-maçonnerie française, notamment le Grand Orient de France, était totalement impliquée dans la Révolution française, y compris dans l'aristocratie française. Les aristocrates étaient en particulier francs-maçons, républicains et pour la démocratie, parce que c'est ce qui présentait une opportunité de pouvoir faire plus d'argent grâce au libéralisme. Et la noblesse, qui était devenue principalement marchande, s'est engouffrée dans cette possibilité de faire la Révolution. La Révolution française, c'est pas la révolution du peuple, c'est la révolution de la noblesse marchande, la noblesse noire, qui a vu une opportunité de niquer le peuple et de gagner encore plus d'argent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dès que Napoléon a pris le pouvoir, le Grand Orient de France est devenu l'arrière-cour à retourner sa veste et passer du côté de l'Empire. Alors c'est la même chose à la Révolution, le Grand Orient de France est devenu royaliste, et puis au Deuxième Empire, le Grand Orient de France est devenu à nouveau monarchiste, et en 1800, bonapartiste et napoléonien, et en 1870, la franc-maçonnerie est devenue, le Grand Orient de France est devenu une annexe du Parti socialiste, en fait, des internationales ouvrières, et donc tous les cadres de la police se sont mis, étaient partagés, soit il y avait des royalistes, soit il y avait des socialistes, des républicains socialistes, et c'est évidemment les républicains royalistes ont été éliminés, et c'est les républicains socialistes qui se sont maintenus dans la franc-maçonnerie. Alors, la police française, elle a toujours été la police de la République française, elle a toujours été nationaliste, avec aussi une frange de la police qui votait à gauche. Plusieurs fois, ce sont les syndicats de gauche qui ont été majoritaires dans la police nationale. Les policiers ont voté pour Nicolas Sarkozy, mais aussi pour François Hollande, ce qui montre bien que la police peut changer d'un camp, en fonction de ses intérêts ou de sa perception de la politique du moment. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que cette franc-maçonnerie, en fait, petit à petit, elle s'est mise complètement au service du nouvel ordre mondial et du sionisme. Alors, ça a été très vrai lorsque Laurent Fabius a été grand maître du Grand Orient de France, mais c'est allé en s'accélérant où, en fait, les loges maçonniques sont pour la plupart des courroies de relais de la propagande du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire de la couronne britannique, de sa force armée qui sont les États-Unis d'Amérique et de son siège politique, en fait, qui est l'État sioniste, l'État d'Israël, qui, en fait, est utilisé et instrumentalisé par la couronne britannique. Donc, on a la finance à Londres, le bras armé aux États-Unis, à Washington, et l'idéologie à Tel Aviv, l'idéologie sioniste telle qu'elle est voulue par la couronne d'Angleterre. Alors, je vous le rappelle encore une fois de plus, rien à voir avec les Juifs. Les sionistes, ce sont des gens qui ont quitté le judaïsme, qui ne respectent pas les règles du judaïsme. Et les francs-maçons qui sont impliqués dans le nouvel ordre mondial, tout comme les francs-maçons qui ont été impliqués dans la République, ou les francs-maçons qui ont été impliqués dans le nationalisme, ils ont cessé d'être francs-maçons parce que lorsqu'on est un véritable franc-maçon, on est pour la synarchie. On a étudié Platon, on sait ce qu'est une synarchie, et on veut construire un monde qui est un monde synarchique. Alors, lorsqu'on n'a pas beaucoup de compréhension de ce qu'est la franc-maçonnerie, eh bien, la franc-maçonnerie, elle a dégénéré totalement jusqu'à se mettre au service à 99% du nouvel ordre mondial, et elle sert de courroie de relais au nouvel ordre mondial. Ce n'est pas la faute des francs-maçons, ce n'est pas la faute de la franc-maçonnerie, c'est de la faute des gens, des supranationalistes qui sont à la tête de la franc-maçonnerie française,
de la franc-maçonnerie mondiale, hein, qui sont des supranationalistes au service de la couronne britannique. Comme avant, il y a eu beaucoup d'internationalistes de gauche et avant beaucoup de nationalistes de droite. Donc on suit un processus, hein, d'abord à droite, ensuite à gauche et maintenant au centre, qui est nationalisme, internationalisme et supranationalisme. Donc ce changement dans la police française, cette inféodation totale de la police française au nouvel ordre mondial, elle va vous expliquer l'épisode des Gilets jaunes et pourquoi les policiers se sont mis à réprimer la société telle qu'ils l'ont fait, à éborgner les manifestants et à soutenir le pouvoir d'Emmanuel Macron, tout simplement parce que la direction de la police était classiquement franc-maçonne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours eu une petite concurrence entre la police nationale au niveau national et la préfecture de police de Paris. Et le dernier événement que vous avez connu, donc ce type qui a pété les plombs à la préfecture de police de Paris, c'est sans doute une manipulation, et je l'ai dit dès le début, du service de renseignement français, la DGXX, avec du matériel psychotronique. On a voulu un attentat terroriste à l'intérieur de la préfecture de police de Paris pour la faire tomber. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans cet article de 2015, pardon, de France Info, on a Alain Bauer qui nous dit, qui perd jamais une occasion de se taire, une de plus, ce qui pose problème, c'est l'autonomie ou l'indépendance de la préfecture de police à l'intérieur de la police nationale. Depuis 1965, on a essayé d'insérer la préfecture de police dans la police nationale, mais aujourd'hui encore, elle vit totalement à part. Et en effet, la préfecture de police de Paris, elle était restée plutôt gaulliste et plutôt patriote, tandis que la police nationale française, en tout cas ses cadres dirigeants, étaient passés du côté des nationalistes, des internationalistes et des supranationalistes, c'est-à-dire du côté sioniste. Et vous avez très certainement là une explication de ce qui s'est passé à Paris, puisqu'il est évident que ce monsieur qui a pété les plombs et qui a tué ses collègues était en fait suggestionné avec du matériel psychotronique. Vous trouverez toutes les explications dans mon livre sur la fin de l'état de droit, où je décrivais déjà il y a plusieurs années, ce livre a été débuté en 2009, la façon dont fonctionne donc la manipulation de la société et la destruction de l'état de droit telle qu'elle est menée par des policiers, par des militaires, pour le service de la couronne d'Angleterre et du sionisme. Alors une fois de plus, et je vous renvoie donc à mon post, à ma vidéo sur la théorie de la conspiration contre la conjuration québécoise, hein, ce qu'on appelle la doctrine de la conjuration ou la théorie de la conspiration. En réalité, on vous ment et il y a des personnes qui, dans notre pays, dans notre patrie, sont au service du nouvel ordre mondial. Ils sont ni des juifs ni des francs-maçons, ils sont des gens qui sont déjà sortis du judaïsme. Les sionistes ne sont plus juifs, hein. Lorsqu'on est sioniste, on ne respecte plus le judaïsme. Le sionisme est une doctrine laïque, une doctrine politique qui est née chez les chrétiens en Angleterre, qui a été récupérée par des juifs athées, des gens d'origine talmudiste mais athées, et les rabbins sont très critiques sur le sionisme, hein, et vous remarquerez que la majorité des juifs ne vivent pas dans l'État d'Israël, ils refusent d'être sionistes. Si certains vivent dans l'État d'Israël et qui sont des juifs croyants, ils le font parce que des juifs ont toujours vécu en Terre Sainte, en Palestine, depuis la destruction de l'Empire romain. C'est seulement les Lévites, hein, qui ont été déportés à Rome, donc il y a des juifs qui ont tout à fait continué à vivre en Judée, à vivre en Palestine sans être inquiétés. Le pouvoir musulman musulman les a protégés pendant des siècles. Il y a toujours eu des juifs à Jérusalem, ça n'a jamais posé de problème à personne. Le problème du nationalisme israélien et du nationalisme palestinien, c'est un problème qui est récent, hein, qui date de l'État colonial qui a été créé par l'accord de Balfour en 1917, ensuite de l'État d'Israël en 1948. Alors bien sûr, c'est un État de droit international tel qu'il a été créé par les institutions nationalistes et internationalistes, et tel qu'il est maintenant sanctifié par et protégé par les institutions supranationalistes. Donc moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur ça, je n'ai rien contre les Israéliens, j'ai des amis en Israël, j'y ai beaucoup d'amitié. Que ce soit chez les gens laïcs ou chez les gens qui sont religieux, la plupart des personnes que je connais sont absolument épouvantées par la politique étrangère d'Israël, et ils sont pris en fait en étau entre les nationalistes israéliens et les nationalistes arabes qui leur font la vie très dure. On pense notamment à Isaac Rabin qui a été tué justement parce que lui, il voulait sortir du schéma nationaliste et il voulait la paix entre les croyants, entre les peuples. Donc voilà pour ce sujet qui est quand même assez préoccupant. Donc lorsqu'on est juif, on n'est pas obligé d'être sioniste. Au contraire, souvent quand on est sioniste, c'est qu'on est déjà bien sorti du judaïsme, hein, bien sorti même du talmudisme, qu'on est déjà très laïcisé. Pareil pour la franc-maçonnerie, quelqu'un qui serait franc-maçon mais qui serait un propagandiste du nouvel ordre mondial,
Et le nouvel ordre mondial, c'est l'antithèse d'une société synarchique. Il a tout à fait perdu sa dignité de maçon et de franc-maçon. Il est quelqu'un qui est dans le luciférianisme, c'est-à-dire l'accumulation sans fin de patrimoine et de biens, et même dans le satanisme, c'est-à-dire l'inversion totale, puisque le nouvel ordre mondial sera un ordre anti-synarchique, exactement le contraire d'une synarchie, et il sera le plus grand propagateur de la haine de l'être humain, de la destruction de l'être humain. Il sera l'adversaire de l'humanité. C'est pour ça, c'est comme Satan, qui veut dire l'adversaire dans un procès. Et cette franc-maçonnerie-là qui est au service du nouvel ordre mondial, elle n'a plus rien de franc-maçonnique. Alors ça sert à rien de vous en prendre aux juifs. Ça sert à rien de vous en prendre aux francs-maçons. Je vous l'explique depuis le début. Le nouvel ordre mondial n'a rien à voir avec des juifs, sauf des juifs apostats. Il n'a rien à voir avec des francs-maçons, sauf des francs-maçons apostats. Au contraire, ce qu'on retrouve derrière, c'est la couronne britannique, la couronne d'Angleterre, qui est de religion chrétienne anglicane et qui a un programme qui est le sionisme chrétien, dans lequel ils ont embarqué les sionistes talmudistes, les sionistes juifs, et aussi ils ont embarqué un certain nombre de musulmans, notamment les wahhabites et les salafistes en Égypte, c'est-à-dire des musulmans qui sont sous le contrôle de la couronne britannique. Je rappelle que l'Égypte était un protectorat britannique et qu'elle y a donc laissé ses cadres, et les cadres de l'Empire britannique en Égypte, ce sont donc les mouvements salafistes, et on sait les dégâts que ces salafistes font en France dans nos banlieues en entretenant le communautarisme. Alors le communautarisme, il plaît à la République. La République, elle fonctionne sur le communautarisme. Je vous renvoie à la description que j'ai faite de la pyramide des Illuminati. On a une aspiration de la richesse vers le haut, on a du divertissement vers le bas, et dans le divertissement vers le bas, on a donc la corruption des politiques, on a la collaboration des professionnels, et on a aussi le consentement passif du peuple et le communautarisme des étrangers et des croyants. Donc voilà une démonstration une fois de plus que le nouvel ordre mondial n'est pas juif, n'est pas maçon. C'est quelque chose qui est lié à la couronne d'Angleterre, qui est même lié à la Grande-Bretagne en tant que lieu, et les dégâts qui ont pu y être faits par les anglo-saxons lorsqu'ils se sont associés avec des Némrodiens, des descendants des Khazars, mais aussi des descendants des Égyptiens, plus généralement des descendants des Babyloniens, cette noblesse noire, celle qui avait créé Babylone, et qui est souvent à la base de ces 7 grands empires sataniques qui ont traversé l'histoire. Je vous l'ai expliqué avec le prophète Daniel, c'est-à-dire l'empire égyptien, l'empire assyrien, l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire romain et l'empire anglo-américain, et cette petite corne arrogante, cette petite corne remplie d'arrogance qui défiera tous les peuples, et qui est donc l'État sioniste tel qu'il a été voulu par la couronne d'Angleterre, et tel qu'il n'a pas été voulu par les Juifs. Au contraire, souvent on soupçonne les services secrets sionistes de commettre des attentats contre des synagogues ou contre des Juifs pour créer un sentiment de terreur et obtenir la migration. Alors on s'aperçoit que tout ce qui a été fait en France, par exemple les attentats de Toulouse par Mohamed Merah, qui était en réalité pas Mohamed Merah qui l'a fait, mais des agents d'un service secret français et d'un service secret étranger, c'était dans le but de traumatiser la communauté juive et d'obtenir la migration des gens vers l'État d'Israël, ce qui a été fait. Il y a hélas beaucoup de Français qui ont parti. C'est le principal courant de Juifs vers l'État d'Israël. Ce sont hélas des Français. C'est exactement le contraire aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, la communauté juive s'organise. Il y a des associations antisionistes dans toutes les grandes universités américaines qui regroupent des chrétiens, des juifs. 55% des adhérents sont des juifs américains qui ne veulent pas tomber dans le piège du nationalisme israélien et qui veulent rester aux États-Unis, qui considèrent les États, qui se sentent appartenir à la nation juive et qui se sentent par leur père appartenir à la patrie américaine, et qui sont des patriotes américains et qui n'ont absolument pas envie d'aller dans un autre pays, et c'est là leur choix et c'est là tout leur honneur d'ailleurs. De vouloir s'en tenir aux principes qui sont les principes du nomadisme et aux principes de la sédentarité. Donc une fois de plus, pas de juifs, pas de francs-maçons dans le nouvel ordre mondial. Lorsqu'on est rentré dans la structure du nouvel ordre mondial, on cesse d'être un juif, on cesse d'être un franc-maçon, on cesse même d'être un chrétien, puisqu'on devient un antéchrétien, c'est-à-dire un partisan de l'antéchrist. Et dans notre prochaine vidéo, dans notre prochaine matinale, je vais vous parler du Front National et de la manière dont c'est en fait la doctrine du sionisme chrétien et de l'antéchristisme qui est à la base, le fondement même du Front National depuis les premières déclarations de Jean-Marie Le Pen en 1958, où il demandait aux jeunes Algériens de venir avec leur sang fort féconder les femmes françaises pour revivifier le franc français. Cette déclaration a été faite par Jean-Marie Le Pen à l'Assemblée nationale. Et puis toute la suite, tout ce qu'on connaît sur les aventures du Front National, c'est-à-dire pratiquement Rastapopoulos de Tintin et Milou, l'imposture totale dans tous les domaines. C'était la matinale de Rio de Janeiro, c'était Pascal Trefingui. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère
On est plus sur le ton de la conversation aujourd'hui. Quelquefois, j'essaye d'être plus rigoureux. Quelquefois, d'être plus dans la conversation. Alors, quelquefois, quand je suis trop dans la conversation, on me dit que je suis confus. Quand je suis trop dans l'exposé, on me dit que je suis trop professoral. Donc, il en faut pour tous les goûts. Et aujourd'hui, c'est plus sur le mode convivial. Je vous remercie pour vos écoutes. Je vous remercie de suivre cette matinale. N'oubliez pas de vous inscrire et je vous convie au live que nous allons faire donc le samedi 29 février à 20h de Paris afin de pouvoir traiter de la théorie de la conspiration et de la doctrine de la québécoise de la conjuration. Donc je vous attends, j'espère que vous serez présents et j'espère qu'on n'aura pas de problème technique parce que c'est peut-être une des événements qui pourraient se produire, c'est un problème technique, soit une coupure d'électricité au Brésil, et c'est assez courant, notamment les samedis soirs, soit un sabotage depuis YouTube ou mon ordinateur, j'en sais rien. En tout cas, j'espère vous retrouver. On pourra discuter en live, vous pourrez me poser déjà toutes les questions que vous voulez dès à présent sur l'annonce, sur la page communauté de ma chaîne Facebook, qui est aussi votre chaîne, et je répondrai à vos questions, les questions que j'aurai préparées, et puis aussi les questions que vous poserez en cours d'émission. Je vous remercie, je vous embrasse très fort. Soyez les amis de Dieu, vous deviendrez les amis des hommes, les amis de la planète, et vous comprendrez mieux ce qui nous attend dans les années à venir, parce que Dieu veut notre bien, et il y a tout ce qu'il faut pour nous aider dans les prophéties de l'abrahamisme, dans le prophétisme abrahamique que j'essaye de vous apporter de ma modeste façon. Ciao!